Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Mais que reste-t-il du programme nucléaire iranien ? Nous avons fait ce qui devait être fait. La dévastation est immense et absolue. Il y a 2 Iraniens qui sont descendus pour voir ce qu'il en était. Ils ont dit il n'y a plus rien. C'est fini, la guerre est terminée, vient de déclarer Donald Trump depuis le sommet de l'OTAN à La Haye. Première prise de parole depuis le cessez-le-feu conclu avec Israël il y a 2 jours. Le guide suprême iranien est réapparu à la télévision de son pays. Il assure donc qu'Israël a, je cite, failli s'effondrer après les frappes de représailles de l'Iran. Il a des mots très durs également contre Donald Trump et assure que le président américain exagère lorsqu'il assure que le programme nucléaire iranien a été détruit. Et c'est une attaque directe contre Donald Trump. Après 12 jours de silence, le guide suprême dénonce une intervention américaine guidée par le seul sens du spectacle du président. Il parle d'une gifle infligée à Washington et revendique la victoire de l'Iran face à Israël. Alors parlons vrai, est-ce que finalement Trump est si craint que ça dans le monde? Et à la question, Ali Khamenei est-il en train de provoquer Donald Trump? Vous dites oui à 70%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité Guillaume Lagan est avec nous. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des relations internationales, haut fonctionnaire et auteur des questions internationales en fiche aux éditions Ellipse. Philippe Bilger. Je rejoins ce que j'ai cru comprendre de la pensée de notre invité. Moi, je ne perçois pas la réaction du guide Ali Khamenei comme une humiliation pour Donald Trump. Je vois le propos de ce guide suprême, si mal nommé au demeurant, comme une sorte de réaction presque inévitable à la suite d'un boulet qui est passé très proche de la décapitation de l'Iran. Il réagit en cherchant à réduire les propos de Donald Trump sur l'effondrement du nucléaire. C'est un peu l'attitude faraude de quelqu'un qui, au bout du jour, pousse un ouf de soulagement. Pour ma part, j'aurais souhaité, mais évidemment, je ne fais pas la géopolitique mondiale, qu'on aille au bout du travail, comme le disait le chancelier Merz. Les mollahs auraient été éradiqués, que je n'en aurais pas été mari. Et donc, c'est une réaction, la seule que pouvait avoir le guide suprême. Sébastien Ménard. Pas mieux. Je pense que Philippe Bigard, vous avez raison. Qu'est-ce que peut faire Ali Khamenei? Mais il ne va pas bombarder des États-Unis. Non, mais on attendait. Que pouvait-on attendre de lui? On n'allait pas attendre de celui qui a failli être assassiné ou qui sera peut-être assassiné, de se suicider, c'est-à-dire de disparaître, de se planquer, de s'excuser ou de faire mea culpa ou un travail de contorsion diplomatico, politico, religieux, je ne sais pas quoi. Il peut évidemment pas le faire. Donc la seule chose qu'il peut faire aujourd'hui pour sauver ce qui reste à sauver, c'est-à-dire la face, en tout cas pas au niveau international, mais en tout cas parce qu'en fait le message qu'il envoie, c'est pas un message à Donald Trump, il envoie un message pas à ses électeurs malheureusement, mais il envoie un message au peuple iranien qui continue à le soutenir, où il renvoie aussi un message à celles et ceux qui pensaient peut-être profiter de cette situation pour installer un nouvel ordre, un début de commencement de démocratie, pour leur expliquer, mais en fait ça va pas pouvoir se faire. Voilà, le message, il n'est pas pour la communauté internationale, évidemment. Loïc Guérin. Oui, je rejoins ce qui vient d'être dit, enfin à mon sens aussi, le message est aussi pour essayer d'exister et de survivre, évidemment. Me venait en tête une espèce de blague un peu, où je me disais que finalement il nous fait du Donald Trump mini, quoi. C'est-à-dire que Donald Trump d'un côté vient jouer les gros bras en disant tout est fini, c'est terminé, la paix est signée, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas, que probablement il a remis de l'huile sur le feu, et je pense qu'on peut aujourd'hui en tout cas prendre date, mais je pense pas que dans une semaine on parlera de ce conflit en disant c'est terminé, tout est réglé et tout le monde s'adore. Donc d'un côté on a Donald Trump qui fait dans la communication grossière comme d'habitude, qui roule les mécaniques, qui lui aussi s'adresse à son électorat de base en rajoutant un peu, qui est très en colère de voir que ses services ont rendu un rapport qui est pas tout à fait en accord avec ce qu'il déclare. Et on a de l'autre côté un équivalent dans une situation plus dictatoriale évidemment, mais qui fait un peu la même chose, quoi. Guillaume Lagan, vous êtes maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des relations internationales, haut fonctionnaire et auteur de questions internationales en fiche, publié aux éditions Ellipse. On connaît tous le côté un peu matamor de Donald Trump, sachant qu'on a parlé de gifle pour les États-Unis, donc pour Donald Trump. Peut-il rester sans réagir? Parce que c'est quand même une phrase forte, gifle.
Bon, je pense que c'est pas ça qui va provoquer une réaction de M. Trump, en tout cas au niveau militaire. Lui, il a dit ce qu'il avait à dire, et son souci aujourd'hui, c'est pas tellement ce que l'Iran dit de la guerre qui vient de se dérouler, c'est plutôt au niveau interne. Convaincre les Américains que les frappes ont bien été menées avec efficacité, qu'elles sont conformes au droit, parce que je vous rappelle qu'il y a des critiques aux États-Unis de la part de l'opposition démocrate sur la question de savoir s'il avait le droit ou pas de les déclencher sans l'approbation du Congrès, et plus généralement de conforter son discours de victoire. S'agissant de l'Iran, je pense que c'est effectivement un discours qui est plus, d'ailleurs c'est le parallèle qu'on peut faire avec Trump, c'est un discours qui est plus à usage interne. Bon, je crois que M. Ebdia a parlé de fanfaronnade, d'attitude de pharo. Effectivement, c'est un discours un peu hyperbolique, mais qui, pour le coup, et je pense même pour les Iraniens, enfin, je parle du peuple iranien, difficile à croire quand on voit la modération des représailles entre guillemets lancées par l'Iran, le fait que les Américains étaient apparemment prévenus, ça montre plutôt quand même l'affaiblissement du régime. Philippe Bilger. Comment voyez-vous, au-delà de ces propos du guide suprême, est-ce que vous considérez que c'est véritablement Donald Trump qui, avec ce cessez-le-feu après une guerre de 12 jours, a gagné, ou bien, comment dirais-je, le fait que ce régime des mollahs va continuer au moins durant un certain temps sans être totalement fragilisé peut être considéré comme un échec en quelque sorte d'Israël et peut-être même des États-Unis par rapport à leur dessein initial? Je suis assez d'accord avec la seconde hypothèse. C'est-à-dire, je pense que si les Israéliens avaient eu le soutien américain, ils auraient poursuivi leur campagne de frappe pour continuer à affaiblir l'Iran sur le plan conventionnel, c'est-à-dire pas uniquement nucléaire, mais tout ce qui est missiles, drones, capacité de frapper Israël. Je pense que de leur point de vue, ils n'ont pas tout à fait fini le travail. Et je pense aussi que le corollaire des attaques contre le nucléaire, c'est-à-dire le changement de régime, ça devenait pour eux une possibilité que M. Trump les a empêchés d'atteindre. Alors maintenant, du point de vue des États-Unis, la question est plus difficile parce que on sait bien que M. Trump, il est partagé il a deux moitiés de cerveau, il est un peu hyplégique, c'est-à-dire vous avez un cerveau interventionniste où il veut montrer la force des États-Unis, le soutien d'Israël, où il déteste l'Iran, et vous avez un cerveau isolationniste qui lui disait surtout n'interviens pas au Moyen-Orient comme ont fait tes prédécesseurs. Donc je pense que en 12 jours, en 2 jours en l'occurrence, puisqu'il l'intervention américaine a été très courte, il est passé successivement de l'un à l'autre. Pour vous, le régime iranien s'est renforcé ou est affaibli? Pour vous, Trump a montré une faiblesse ou il s'est aussi renforcé? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Sébastien Ménard veut réagir. Je pense que je suis complètement d'accord avec la dimension. Il y a deux hémisphères dans la tête de Trump, mais avant tout, il est évidemment, on a toujours l'image un peu caricaturale de lui, du businessman, mais derrière ça... Image dont il joue un peu. Oui, tout à fait, mais évidemment, parce que Trump est la caricature de Trump, et la caricature de Trump sert Trump, évidemment. Mais ce qui est important, c'est, je pense que Trump a peur du coup d'après. Il ne sait pas ce qu'il y a après. Et en géopolitique, on dit toujours, on ne tue que celui qu'on remplace. Voilà. Et que pour l'instant, on a beau avoir, entre guillemets, 2-3 interventions médiatiques depuis les États-Unis du fils du Shah d'Iran, mais en fait, c'est pas ça le coup d'après. Et comme il sait pas quel est le coup d'après et qu'il y a quand même des précédents, l'Afghanistan, l'Irak, etc., il veut pas bouger, il veut pas toucher. Il a fait son job. Voilà. Il y avait un programme nucléaire, il a mis un terme à cette histoire de programme nucléaire iranien qui menaçait le monde entier. Guillaume Lagan, oui, peut-être. Et ensuite... juste un mot, je suis pas certain, moi, qu'il ait mis un terme. On verra. On va poser la question à Guillaume Lagan. Parce qu'il y a plusieurs sources. Le régime, le programme nucléaire iranien est détruit pour des années, et d'autres qui disent que finalement, les dégâts sont pas si importants que ça. Y compris les services américains. Y compris les services américains, absolument. Oui. Quelle est, votre opinion, si vous avez des informations dans ce domaine? Plus précise. Non, je n'ai pas d'informations privilégiées, je vous rassure. Ce que je peux simplement considérer, c'est que effectivement, il y a un débat entre experts sur la question de savoir si ce programme a été définitivement détruit, retardé de plusieurs années ou bien de quelques mois, comme le dit un service de renseignement américain. Vu de l'extérieur, ce qui paraît quand même probable,
c'est que l'Iran est en position difficile. Quoi qu'on dise, quand on prend plusieurs dizaines de tonnes sur 3 sites atomiques, c'est difficile qu'après ça marche mieux. Donc moi je pense qu'ils ont quand même objectivement reculé, rencontré plus de difficultés. Maintenant la question c'est s'ils passent en mode clandestin, c'est-à-dire s'ils n'ouvrent plus du tout leur programme à l'inspection internationale, qu'est-ce qui va se passer? Et en même temps, je nuance le point en disant, quand on voit le degré de pénétration qu'ont les Israéliens de l'État iranien, je rappelle quand même qu'il y a 12 jours, ils ont assassiné les principaux chefs militaires de l'Iran. Oui. Je pense qu'ils n'ont pas dû se lancer dans cette opération sans avoir les capacités de suivre ce qui arrivait au programme iranien, en particulier ces fameux 400 kilos d'uranium enrichi dont on nous dit qu'ils étaient peut-être plus à Natanz quand il a été frappé. Donc honnêtement, là on est un peu dans le brouillard de la guerre et je ne pense pas qu'on ait de capacité réelle à connaître le bilan. On part au 0826 300 300, on retrouve Olivier de Lyon. Alors Olivier, qu'en pensez-vous ? Alors moi, pour Monsieur Trump, c'est un dealer politique il y a toujours quelque chose qu'il faut qu'il négocie. Et bon, beaucoup de paroles pour rien. C'est effectivement les Iraniens, ils ont une victoire parce qu'ils sont déjà préparés. Ils ont prévu le bombardement américain. L'uranium était déplacé. Il paraît qu'il faut déplacer l'uranium dans une valise de 5 kilos. Voilà, des bouteilles de 5 kilos. Il y avait des mouvements des camions vus par satellite. Il y avait beaucoup de mouvements de camions 2 ou 3 jours avant le bombardement. Moi, ma pensée ce soir, c'est pour Israël. Israël est toujours en danger. Tant qu'il y a les mollahs, tant qu'il y a cette matrice du mal au Proche-Orient, il y a toujours du mal. Israël, elle est toujours en danger. Parce que le travail n'est pas terminé. Et j'ai pensé aussi pour les Iraniens, les opposants, qu'ils avaient un espoir de changement de régime, qu'ils étaient à l'intérieur, qu'ils ont collaboré avec Israël et avec les Américains. Il y a des rafles actuellement, mais avec des milliers de gens, parfois, vous verrez, il y aura plein de discussions. Et aussi pour les opposants. Voilà. Et pour moi, Israël est toujours en danger jusqu'à ce soir-là. Voilà. Parce que le travail n'était pas fait. Et l'uranium, la bombe atomique pour l'Iran, c'est il serait sur le gâteau. Parce que leur économie, elle n'est pas touchée, l'armée, elle n'est pas touchée, les missiles sont toujours là. Bon, je ne sais pas ce qu'on a fait. Merci Olivier. Guillaume Lagan, comment se retrouver justement dans ces informations? C'est des informations, c'est très très compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, qui est au courant de ce qui se passe? Est-ce que c'est plutôt le Mossad? Est-ce que ce sont plutôt les États-Unis? Qui a la bonne information? Je pense que sur le plan de l'Iran, vous avez les services de renseignement américains et occidentaux. On n'en parle pas beaucoup, mais les Européens ont quand même, à mon avis, quelques petites idées sur ce qui se passe là-bas. Néanmoins, je le disais tout à l'heure, je pense que quand on voit la précision des frappes israéliennes des premiers jours, c'est probablement quand même le Mossad, peut-être d'ailleurs allié avec une partie de l'opposition iranienne qui a une vision peut-être la plus juste, peut-être pas complète, mais de ce qui se passe. Le parallèle qu'on peut faire, si vous voulez, c'est avec d'autres théâtres régionaux. Rappelez-vous l'affaire des Pipers au Liban. Quand on voit l'infiltration qu'ont réussi à faire de ce mouvement les Israéliens, je pense qu'ils ont, y compris sur l'Iran, des renseignements que nous n'avons pas et que peut-être ils ne vont pas rendre publics. Mais est-ce que, permettez, vous voulez, est-ce que Israël pourrait dire, même si on n'a pas l'aval de Washington, finir le travail ou tenter de finir le travail avec l'Iran? Je pense qu'il y a la tentation en Israël de finir le travail avec l'Iran. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par là? Oui. Rappelez-vous, le premier jour, donc on a eu des informations. Sont-elles vraies? Je ne sais pas. Selon lesquelles le guide suprême aurait pu être tué et qu'en fait les Israéliens n'avaient pas voulu le faire sur demande des Américains pour arriver à un compromis. On est peut-être encore sur cette idée. Peut-être y a-t-il la volonté de trouver un accord formalisé ou pas avec les Iraniens. En tout cas, les États-Unis en ont exprimé le désir. Bon, l'appel de M. Khamenei ne va pas tellement dans ce sens. Maintenant, peut-être que aussi pour les Israéliens, s'ils n'ont pas confiance dans le partenaire iranien, ils vont plutôt essayer à nouveau de fragiliser le régime de l'intérieur. Et là, je dirais que ça peut être pour un changement de régime, ou bien tout simplement pour arriver à une situation où l'Iran est très affaibli parce que déchiré par des dissensions internes. Je rappelle, on le dit pas toujours, avec l'Iran, c'est un pays dans lequel la moitié de la population n'est pas perse.
Vous avez des mouvements de rébellion armée dans plusieurs minorités, des Kurdes aux Arabes, en passant par les Baloutches. Donc, si vous voulez, c'est une situation qui pourrait, à l'avenir, aussi ressembler à celle qui a été la Syrie pendant plusieurs années. Merci beaucoup Guillaume Lagan, merci pour ces explications. Maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des relations internationales et haut fonctionnaire et auteur aussi de ce livre, Questions internationales en fiche aux éditions Ellipse. On vous garde Olivier, puisque dans un instant vous allez pouvoir être peut-être le gagnant de ce Qui c'est qui l'a dit. Il est pas mal aujourd'hui, ils ont été forts nos politiques. Alors, on en parle dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai.